Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une nouvelle attaque meurtrière dans le nord du Bénin. Au moins 15 militaires ont été tués dans une commune située près de la frontière avec le Niger. Cela faisait plus d'1 an que le pays n'avait pas connu une attaque d'une telle ampleur. On ira sur place dans cette édition. À la une aussi, la nomination de James Swan comme nouveau chef de la MONUSCO en RDC. Et vous allez voir qu'il n'est pas un inconnu dans le pays dont il a été ambassadeur américain sous Obama et aussi ancien chef de la mission onusienne en Somalie. Son portrait à suivre dans ce journal. Et notre invitée de ce vendredi est une écrivaine accomplie française d'origine marocaine qui publie un 5e roman aussi intime que politique. Dans Madame Bovary, ma mère et moi, elle revisite le classique de Flaubert pour raconter une histoire très contemporaine, celle de plusieurs générations de femmes entre héritage familial, immigration, quête d'émancipation, un roman sensible et puissant sur les silences entre mère et fille, mais aussi un sujet encore tabou, la santé mentale des femmes immigrées. Samira El Alachi est dans le journal de l'Afrique ce soir. On ouvre ce journal par cette attaque meurtrière qui a eu lieu dans le nord du Bénin et c'est une position de l'armée qui a été visée ce mercredi dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger. Le bilan officiel est d'au moins 15 morts et reste provisoire. On fait le point avec notre correspondante Emmanuelle Sodji à Cotonou. Écoutez, l'attaque a eu lieu mercredi 4 mars dans le département de la Liborie. C'est pas très loin de la frontière avec le Niger. Les groupes armés visaient une caserne militaire dans le village de Kofonou, dans la commune de Karimama. C'est au nord-est du Bénin. Les combats ont été très violents. Ils auraient duré plusieurs heures. Selon le porte-parole de l'armée béninoise, le colonel James Johnson, 15 militaires ont été tués et 4 blessés. Mais ce bilan est encore provisoire. En riposte, l'armée dit avoir déployé l'aviation pour poursuivre les assaillants et à l'issue de la poursuite, ce sont 4 combattants qui auraient été tués. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda. Alors sur le terrain, depuis plusieurs semaines, des incidents sécuritaires sont signalés dans le nord du Bénin. Il y a eu ce commissariat attaqué à Kouandé, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'était le 24 février dernier. Et puis récemment, cette autre attaque à Segbana, près de la frontière avec le Nigeria. Alors face à la menace persistante des groupes armés, la CEDEAO a décidé de monter en puissance. Elle prévoit une force régionale d'environ 2000 hommes. De leur côté, les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, ont annoncé eux aussi une force conjointe qui pourrait atteindre 5000 soldats. Mais là aussi, tout est encore sur le papier. Toutefois, les experts en sécurité estiment que sans coopération entre la CEDEAO et l'AES, la lutte contre les groupes armés restera très difficile dans les zones frontalières. La sécurité, il en est aussi question en RDC où Antonio Guterres a nommé jeudi le nouveau chef de la MONUSCO, le diplomate américain James Swan, en remplacement de la Guinéenne Bintou Keïta. Et c'est un ancien ambassadeur en RDC sous Barack Obama et ex-chef de la mission onusienne en Somalie. Laurent Bersécher nous dresse son portrait. Nommé ce jeudi à la tête de la MONUSCO, la mission pour la stabilisation en RDC, l'Américain James Swan est un habitué de l'Afrique. Diplomate de carrière, il est nommé secrétaire d'État aux affaires africaines en 2006, puis occupe divers postes clés sur le continent sous la présidence de Barack Obama. Il fut notamment ambassadeur américain en RDC entre 2013 et 2016 et représentant spécial pour la Somalie avant de rejoindre la mission des Nations Unies à Mogadiscio en 2019. Il remplace aujourd'hui la Guinéenne Bintou Keïta à la tête de la mission onusienne en RDC et s'attachera à faire respecter les accords de Washington signés en décembre par Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Selon certains experts, le choix d'un Américain pour diriger la MONUSCO n'est pas anodin et reflète l'implication grandissante de l'administration Trump dans le conflit en RDC. On passe au Kenya où il serait plus de 1000 à avoir été recrutés au sein des forces armées russes. Selon le rapport des services de renseignement kenyans, leurs familles s'inquiètent de leur sort et face à ce qu'elles considèrent comme l'inaction de la part de leur gouvernement, plusieurs dizaines de familles ont manifesté jeudi 5 mars dans le nord de la ville de Nairobi. Les précisions de notre correspondante Élodie Cousin. Dizaines de familles kenyanes se sont retrouvées dans le centre de Nairobi pour faire passer leur message
ramenez-nous nos fils. Désespérés de ne recevoir aucune nouvelle, ni de la part du gouvernement kényan, ni de la Russie, ces familles sont descendues dans la rue avec pour objectif de déposer une pétition au ministère des Affaires étrangères demandant plus d'action de la part du gouvernement. Alors, selon un rapport des services de renseignement kényans présenté au Parlement, plus de 1000 hommes seraient partis en Russie. Certains sont des anciens militaires, d'autres pensaient seulement obtenir un meilleur travail, mais ont été enrôlés dans l'armée russe de force. Un chiffre bien supérieur à ce qui avait d'abord été annoncé fin 2025 par les autorités kenyanes qui parlaient alors de 200 personnes. Le ministre des Affaires étrangères, Mudavadi, a annoncé avoir prévu un voyage en Russie au mois de mars pour discuter du problème avec Moscou. Les autorités kenyanes, en tout cas, ont condamné les recrutements de force. Mamadi Doumbouya est rentré ce vendredi à Conakry après 3 semaines d'absence qui avaient alimenté les rumeurs sur son état de santé. Le président guinéen, revenu après le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, affirme avoir simplement pris quelques jours de repos et effectue un check-up médical. Accueilli en grande pompe à l'aéroport de Conakry, le chef de l'État reste néanmoins au cœur de nombreuses spéculations sur sa santé et sa capacité à gouverner. Et on passe à présent à notre page culture de ce journal. Et ce soir, une écrivaine qui ne vous laissera pas indifférente. Samira El Hachi a 46 ans et née à Lens, dans le nord de la France, d'origine marocaine. Elle mène depuis des années un travail littéraire original et sensible à bas bruit. Et j'espère que ce soir, vous lui ferez une place, une juste place. On la reçoit pour son 5e roman, Madame Bovary, ma mère et moi, où elle répond à une question simple mais vertigineuse. Que savons-nous vraiment de l'histoire de nos mères? Son héroïne, Salwa, découvre qu'elle ignore presque tout du passé de sa famille, commence alors une enquête intime à travers plusieurs générations, notamment celle de sa mère, sur leur silence, leurs blessures, leurs désirs. Un récit fragmenté, très musical, qui parle de l'amour, de la transmission, de la santé mentale des femmes issues de l'immigration, un angle mort de notre mémoire collective. Merci beaucoup, Samira El Hachi, et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, ma mère ne produisait pas de discours, elle produisait la vie. Est-ce aussi une manière pour vous de rendre hommage à ces femmes dont l'histoire n'a jamais été racontée? Oui, complètement. Ce sont des femmes dont on ne sait pas grand-chose et on est collectivement passé à côté d'elles. Alors, on s'est intéressé aux hommes, parce que c'était une force de travail, aux enfants, parce qu'ils étaient là, donc il fallait bien les éduquer. Mais alors, ces femmes qui ont mené un travail silencieux, sont quasi absentes de l'histoire collective. Et j'avais vraiment envie et besoin de m'intéresser à elles, celles qui sont assez discrètes, assez invisibles et montrer que peut-être, on s'est peut-être trompé sur qui elles sont en réalité. Ah, on s'est vraiment trompé en lisant le livre. Écoutez, c'est parce qu'il y a une résonance musicale très, très forte dans le livre. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'écouter. Mais racontez-nous déjà comment est né le personnage de Salwa. Ou alors, est-ce que, comme a dit Flaubert de Madame Bovary, Salwa, c'est vous? Oui, Salwa, c'est une femme d'aujourd'hui. C'est une jeune femme qui aime la vie, qui a le permis de conduire, qui a la carte bleue et qui est la première femme de sa lignée à prendre vraiment pleinement sa vie en main. Et c'est une femme qui, comme beaucoup, a une relation complexe avec sa propre mère. Donc j'avais vraiment besoin et envie de traiter de cette relation si particulière, si forte, si émouvante, si nouée qu'une mère peut avoir avec sa fille. Une mère qui n'a pas les mots pour dire les choses qu'elle ressent ou tout simplement qui n'a pas les mots tout court parce qu'il est très... Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là, d'ailleurs? L'oubli, c'est déjà l'oubli de la langue maternelle. C'est un trésor, en réalité, mais il y a beaucoup de langues qu'on ne parle plus, et la mère s'est enfermée dans la langue amazigh. La fille, elle, parle français, parle anglais, donc déjà, il y a cette première chose, c'est cette première distance langagière. Et puis après, il y a une distance temporelle. La mère vient d'un village du sud du Maroc. Je ne parle pas de femmes qui vivent dans les villes, Rabat, Casablanca, et qui est propulsée au beau milieu des années 80 dans un monde qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a pas les règles et où d'un coup elle est complètement déclassée et sa fille, elle, vit la vie moderne. Ah oui, vit la vie moderne. Vous revisitez une figure mythique de la littérature, Emma Bovary. Pourquoi avoir choisi et fait rentrer ce personnage dans une histoire familiale contemporaine finalement? Alors cette histoire, on en parlait hors caméra, justement dans le livre, où la mère fait disparaître le livre de Madame Bovary parce qu'il incarne. Je me suis dit aussi que le livre aurait pu s'appeler La France, ma mère et moi, quelque part. C'est vrai que
un des trésors littéraires en France qu'on découvre à l'âge de l'adolescence, c'est Madame Bovary de Flaubert. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même une incursion dans la vie de Salwa d'une femme qu'elle n'avait jamais connue. Un type, Emma est très Un particulière. archétype très différent, Voilà, absolument. très troublante. Et j'avais envie de faire un lien entre ces 3 générations de femmes, 3 géographies aussi différentes, et montrer qu'elles ont un destin commun quand même. Elles ont toutes des luttes invisibles communes, des maladies communes aussi, peut-être des dépressions, des postpartum. Ouais. Et c'est la puissance de la littérature qui surgit dans la vie de Salwa. Est-ce que Flaubert est au courant qu'aujourd'hui ses lectrices s'appellent Salwa, vivent dans une commune des Hauts-de-France ou dans une banlieue? Non, je pense qu'il n'est pas au courant. Je pense qu'il n'en a aucune idée. D'ailleurs, une des thématiques centrales du livre, c'est aussi la santé mentale des femmes immigrées. Cet angle mort, ces femmes dont on parle peu. Je souhaiterais vous faire réagir aussi à l'extrait qui est dans le livre dont vous parlez. C'est au moment où vous citez Frantz Fanon, que la folie n'était pas simplement une affaire mentale, mais aussi politique. À quel point est-ce que cette affaire de santé mentale est politique, selon vous? Salwa découvre le livre de Frantz Fanon, effectivement, et elle comprend qu'il y a ce fameux syndrome méditerranéen qui va en fait minimiser les symptômes de toute une population en disant qu'ils exagèrent, que ce n'est pas vrai. Et on passe à côté de diagnostics terribles. Et ça, c'est un grand scandale. C'est une grande faute, en réalité. Et j'avais envie et besoin d'interroger le corps de ces mères, de ces femmes qui ont aujourd'hui un certain âge, qui sont des personnes en voie de disparition. Donc c'était très urgent pour moi de rappeler que peut-être collectivement on est passé à côté de leur santé mentale, des dépressions liées à l'exil, des postpartum, plein de choses qu'elles ont vécues et en plus coupées de manières de se soigner qu'elles avaient peut-être au pays et aussi de liens qui étaient vraiment précieux pour elles, des cousines, des amis, des filles, et coupées d'une terre où elles avaient un statut. Et ici, voilà, on les a oubliés. On les a oubliés, on les a abandonnés. Alors, on ne peut pas parler du livre sans parler de sa forme, qui est très particulière, fragmentée, je disais tout à l'heure, musicale. La forme est très importante. Fragment d'un discours amoureux, en tout cas entre une mère et entre une fille et sa mère. Vous dites même que vous avez beaucoup dansé en écrivant ce texte? Oui, la littérature, comme l'amour d'ailleurs, que cherche Salwa partout, met en mouvement. Et effectivement, j'avais, pour raconter la vie d'une femme aujourd'hui qui cherche l'amour, qui veut vivre, c'est une forme fragmentée qui permet de raconter ça par écho, par fulgurance, par chaos aussi. Ça me semble être la forme la plus honnête pour raconter la vie d'une femme en quête d'émancipation. En quête d'émancipation, on va terminer avec votre livre. Il s'inscrit dans un cycle littéraire que vous avez appelé « Histoire de réparation ». Est-ce que vous pensez que la littérature peut vraiment réparer les choses? Oui, la littérature doit et peut réparer. La littérature que j'aime, en tout cas, dans laquelle je m'inscris. J'espère que, en tout cas, on vous entendra. Alors, je précise, donc ce livre... Madame Bovary, ma mère et moi, c'est sans doute, et c'est le meilleur livre que j'ai lu en ce début d'année. Vraiment, Samira El Hachi, bravo. Je recommande aussi de lire. On a montré tout à l'heure toute votre œuvre, et moi, je vais me précipiter d'ailleurs pour découvrir le reste. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est publié aux éditions de l'Aube. C'est très important de leur dire parce qu'ils font un travail formidable. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, on va dire de Tanger à Lille, en passant par Lens, là où vous êtes nés. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Ça a suscité ma curiosité. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.